Bonjour ou bonsoir tout le monde. Nous voici arrivés maintenant à la troisième et dernière partie de notre évocation sur l'indépendance de Maurice. Nous en étions aux élections. Les élections générales ont eu lieu en août 1967. Paradoxalement, la grosse majorité des créoles, descendants d'esclaves, sur lesquels le docteur Curé s'était appuyé pour fonder le Parti travailliste, a voté pour le Parti des Blancs, descendants de colons. Les mêmes colons qui ont commis le crime contre l'humanité, dont les victimes étaient les aïeux de ces mêmes créoles. Le Parti mauricien a donc pu élire à l'Assemblée un bon nombre de députés blancs. Mais le communautarisme a joué à fond sur les hindous et le Parti travailliste a fait élire un plus grand nombre de députés, hindous pour la plupart, à l'Assemblée. Le parti vainqueur réclame immédiatement l'indépendance que la Grande-Bretagne s'empresse de lui accorder en mars 1968. Ainsi, la Grande-Bretagne respecte la seconde partie de l'accord secret conclu en 1964 entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, les Anglais ayant déjà offert aux Américains l'archipel des Chagos pour construire leur base sur l'atoll de Diego Garcia. Ceausescu est devenu Premier ministre et immédiatement après, son gouvernement met en place une politique qui consiste à diriger les ressources de l'État vers la seule communauté hindoue. Le visiteur qui vient pour la première fois à Maurice croyait que c'est seulement à l'aéroport que les employés étaient tous hindous. Il ne sait pas que partout, dans les hôpitaux, les entreprises de l'État, la police, les corps paraétatiques, presque tous les fonctionnaires sont hindous. Une fois entré dans la fonction publique, le fonctionnaire peut bénéficier d'une sécurité d'emploi jusqu'à sa retraite. Il ne perdra jamais son emploi, même dans des moments de récession. Il peut emprunter facilement pour construire sa maison. La banque sait qu'il va rembourser régulièrement, puisqu'il ne sera jamais chômeur. Il peut acheter une voiture aux taxes qu'il paiera en 7 ans. Plus tard, ses salaires ayant augmenté, il pourra emprunter encore pour financer les études à l'étranger de ses enfants, qui reviendront 5 ans après, diplôme en poche, prendre eux aussi, s'ils le veulent, un emploi dans la fonction publique ou ailleurs. Bien entendu, l'État ne peut pas employer toute la communauté hindoue dans la fonction publique, mais les ministres, pour la plupart des hindous, s'assurent que les ressources de l'État, à travers les contrats du gouvernement par exemple, soient canalisées vers les entrepreneurs de leur communauté. Ceausescu a donc admirablement réussi sa mission de faire le bonheur de sa communauté. Mais que des autres communautés? Les hindous constituent la moitié de la population. Mais il y a aussi les blancs, les musulmans, les chinois, les créoles de couleur et les créoles descendants d'esclaves. Eh bien, ils n'ont qu'à se débrouiller comme ils peuvent. Mais attention, ils ne sont pas tous à plaindre, car toutes les communautés ethniques ne sont pas dans le même bateau. Les Blancs, environ 2%, sont propriétaires de grandes superficies de terre depuis que leurs aïeux, les colons français, avaient obtenu de généreuses concessions lorsque l'île Maurice était colonie française et s'appelait Île-de-France. Ils ont fondé l'industrie sucrière qui était l'épile dorsale de l'économie de Maurice pendant longtemps. Ils ont aussi les banques. Les Chinois, 2% également, et les musulmans, 17% environ, sont des commerçants. Depuis l'indépendance, ils ont pu développer leur commerce respectif avec succès.
Les créoles de couleur, environ 8%, sont le fruit d'amour clandestine entre le maître blanc et sa noire esclave. Les frais de leur éducation dans les écoles catholiques à Maurice et dans les universités à l'étranger sont assurés par leur père. Ils reviennent pratiquer une profession libérale, médecin, avocat, apporteur, avoué, ingénieur, etc. Ou alors ils prennent un emploi bien rémunéré dans le secteur privé, industrie sucrière, banque, compagnie d'assurance, etc. Ils n'ont jamais connu la misère. Restent les créoles descendants d'esclaves africains, environ 25 à 30%. Il est à noter que tous ces pourcentages sont approximatifs, le dernier recensement ethnique ayant été réalisé en 1972, il y a plus d'un demi-siècle donc. Ensemble, toutes les communautés ont pu progresser après l'indépendance, sauf une. Ce qui est confirmé par le département d'État américain dans son Country Report. En effet, année après année, le département d'État américain note dans Country Report Mauritius que les créoles descendants d'esclaves africains sont la communauté la plus pauvre de Maurice. Pourquoi? Le jour même où le gouvernement britannique avait libéré leurs aïeux de l'esclavage, les Blancs, qui cumulaient alors le pouvoir économique et le pouvoir politique, les ont poussés dans l'exclusion, où ils les ont maintenus pendant un siècle. Avec l'indépendance, l'exclusion de la descendance se poursuit. Puisque leurs aïeux ont été forcés de vendre la terre sous la persécution des Blancs, aujourd'hui ils n'ont aucun moyen de produire légumes et fruits et élever le bétail, comme le faisaient leurs aïeux avant la persécution. Devenus artisans, ils doivent compter sur ceux qui ont besoin de leurs services de temps en temps pour gagner leur vie. Leur situation économique a toujours été précaire. Donc, une des conséquences de l'indépendance est que l'exclusion qu'ils ont héritée de leurs aïeux esclaves continue de plus belle. Le nouveau pouvoir a décidé de les punir sous prétexte qu'ils n'ont pas voté pour l'indépendance. Cette attitude d'hostilité envers les créoles a pénétré toute la police hindoue qui, comme nous l'avons vu dans notre vidéo sur les émeutes de février 1999 à Maurice, a fini par considérer les créoles comme leurs ennemis. Ce qui peut-être explique la mort de nombreux créoles dans les cellules policières. Cependant, nous ne devons pas oublier que l'indépendance de Maurice a été négociée sur le dos des Chagossiens pour faire le bonheur de la communauté majoritaire ici. Au moment où le nouveau pouvoir s'apprêtait à mettre en œuvre cette politique, au même moment, les Chagossiens étaient brutalement déracinés de leur lieu de naissance par l'armée britannique qui les a débarqués une partie aux Seychelles et l'autre plus grande à Maurice, où aucune structure n'avait été préparée pour les accueillir. Complètement démunis, ils étaient forcés de commencer une nouvelle vie entre l'incompréhension des Mauriciens et l'indifférence des autorités. Les Mauriciens, en particulier la communauté majoritaire, viennent de célébrer le 57e anniversaire de l'indépendance du pays dans la joie et dans les rires. Mais en même temps, ce qu'il reste de la communauté chagossienne commémore dans les larmes le 57e anniversaire de la tragédie à Maurice et n'en finissent pas de pleurer leur paradis perdu. Cette évocation de notre indépendance prend fin ici. Nous vous remercions de votre attention. À bientôt pour d'autres observations. Merci.